Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Spécial pandémie. Cour de justice de la République, Buzyn, Véran, Philippe, innocenté. Faut-il condamner Geoffroy Lejeune pour son silence pendant la pandémie? Et puis Bayrou, toujours aussi lamentable. Avant de traiter ces trois informations, connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Yann Penaud, Vincent Sanchi, Philippe Bohen et Stéphane Vidéo. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de censure. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Édouard Philippe, Olivier Véran, Agnès Buzyn étaient accusés d'avoir des responsabilités dans la gestion de la propagation du virus. Pas de surprise au Macronistan, on va vers un non-lieu. Gestion du Covid-19, l'enquête sur Agnès Buzyn, Olivier Véran et Édouard Philippe est terminée. Aucune mise en examen. D'après une information de France Info, ce lundi 30 décembre, la Cour de justice de la République a officiellement clos son enquête sur l'éventuelle responsabilité pénale des 3 membres du gouvernement dans la gestion de la pandémie. On va donc vers un très probable non-lieu. La Cour de justice de la République avait été chargée d'enquêter sur la possible responsabilité pénale de ces 3 membres du gouvernement dans la gestion et la propagation du Covid-19, ainsi que sur son bilan de plusieurs dizaines de milliers de morts. Manque de masques, délai avant d'activer le centre de crise ou encore maintien des élections municipales de mai 2020, les reproches adressés aux membres du gouvernement de l'époque étaient nombreux. L'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn, qui avait quitté le gouvernement au tout début de la crise sanitaire pour se présenter à l'élection municipale parisienne, a un temps été poursuivie. Début 2020, elle avait notamment déclaré depuis l'Élysée que les risques de propagation du coronavirus dans la population étaient très faibles. Elle avait été mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui en septembre 2021, avant que cette mise en examen ne soit annulée par la Cour de cassation début 2023. La Cour de cassation avait alors estimé qu'aucun des textes pour mettre en examen l'ancienne ministre de la Santé ne prévoit l'obligation particulière de prudence ou de sécurité. Elle avait finalement été placée sous le statut intermédiaire de témoin assisté pour ce même chef ainsi que pour abstention volontaire de combattre un sinistre, tout comme Édouard Philippe et Olivier Véran. L'enquête est donc désormais bouclée sans aucune mise en examen, ce qui ouvre la voie à un très probable non-lieu dans les mois qui viennent. Certains déplorent que la Cour de justice de la République ne s'intéresse pas au fond du dossier. TV Liberté. La Cour de justice de la République a tranché. Lors de la crise du Covid-19, aucun membre du gouvernement, ni Buzyn, Véran ou Philippe, n'a mal agi. L'enquête ne portait pas sur la privation de liberté causée par les confinements, mais sur la mise en danger de la vie d'autrui, à savoir le manque d'équipement à disposition des soignants ou sur le discours contradictoire à propos des masques au début de la pandémie. La Cour de justice de la République s'est donc intéressée à des phénomènes que je qualifierais de périphériques, c'est-à-dire la communication et la désorganisation. Le cœur de l'affaire n'est pas jugé, c'est-à-dire les confinements, la vaccination, le pass sanitaire et la perte des libertés. Cette Cour de justice de la République ne s'intéressait donc qu'au premier mois de 2020. Il faut dire que Macron a fait en sorte que le reste soit en quelque sorte caché par le sceau du secret défense. Eh bien, dès ces premiers mois, il y a eu des décisions curieuses, voire épouvantables. Commençons par la décision curieuse. Agnès Buzyn, en janvier 2020, classe la chloroquine sur la liste des substances vénéneuses. Devant la commission d'enquête, elle bafouille et hésite. J'ai interdit la chloroquine parce que moins on prend des médicaments, mieux c'est. Elle est sérieuse là ou elle nous prend pour des imbéciles ? Oui, et puissance 10, Douste Blazy demande un nouveau décret permettant à tous les médecins de pouvoir prescrire du plaquenil, hydroxychloroquine, et de l'azithromycine, le traitement de Raoult, à leurs patients atteints de coronavirus symptomatique. Pourquoi Macron n'écoute personne? Nous sommes le 30 mars 2020. Agnès Buzyn a donc fait en sorte que la plaquenine ne soit plus en libre accès. Elle a bien été récompensée pour ce geste. Agnès Buzyn, recasée à l'OMS, devient l'ambassadrice de la fondation Bill Gates. Ah, Bill Gates, c'est Robert Kennedy Jr. qui en parle le mieux. Robert Kennedy, ministre de la Santé US,
énorme. La même semaine, Bill Gates, qui supervisait la simulation de l'événement 201, octobre 219. Alors, l'Event 201, c'était une simulation d'une pandémie en octobre 2019. A acheté après cela 1,1 million d'actions BioNTech, vaccin Pfizer. Il a vendu ses actions 2 ans plus tard avec un bénéfice de 242 millions de dollars. Et une semaine après cela, il a annoncé que ce pchout n'avait pas fonctionné. Oui, on devine bien des choses. Vivement que Robert Kennedy Jr. prenne ses fonctions de ministre de la Santé US de Donald Trump. Mais là, on va vers l'épouvantable. La prescription du Rivotril. Rappelez-vous, il était interdit à la médecine de ville de vous soigner, si vous aviez le Covid, avec des antibiotiques et de l'HCQ. Seuls les hôpitaux étaient habilités à vous soigner en vous entubant. J'ai bien dit entuber, pas intuber. Alors, il faut un petit peu expliquer. Quand on vous intubait, c'était la certitude de vous entuber. En effet, l'intubation entraînait des infections bactériennes et autres maladies nosocomiales puisque ces médecins oubliaient de vous prescrire de l'azithromycine. L'intubation sans antibio, c'était la garantie d'une pneumonie. Alors certains sont prêts peut-être à sortir leur couteau et à m'attaquer pour complotiste. J'ai à leur disposition un rapport US que je conserve très précieusement, qui est très clair à ce sujet. Lorsqu'on intube, il faut absolument prescrire des antibiotiques. Bon, le résultat, vous le connaissez, c'est que les hôpitaux français avaient une mortalité épouvantable dans ces premiers mois, frôlant les 50% de leurs patients Covid. Sauf à un seul endroit, à Marseille, à l'IHU du professeur Raoult, parce que lui prescrivait des antibiotiques. Pour éviter ces images de ces personnes agonisantes intubées dans les hôpitaux français, les autorités ont décidé de prescrire le Rivotril en amont dans les EHPAD. Voyez la défense de cette politique par le professeur Molly Bobard. Utilisé pour rendre plus supportable l'intubation. On parle bien du Rivotril ? À partir de mars 2020, il y a surtout eu une surconsommation de midazolam dans les services de réanimation, souligne Mathieu Molimard, parce que c'est ce qui est utilisé pour rendre plus supportable l'intubation. La décision a été prise d'utiliser le Rivotril, qui est aussi une benzodiazépine, mais qui est moins pratique en réanimation. Il n'y a donc pas surconsommation de Rivotril, mais une compensation, insiste-t-il, en remplacement du midazolam. Cette mesure était notamment liée au fait que les médicaments à base de midazolam n'étaient pas disponibles en quantité suffisante ni facilement accessibles en ville, nous confirme la DGS. Il y a bien des choses à dire à cette affirmation de Molly Bobard, mais le fait de prescrire du Rivotril en EHPAD, c'est quand même dangereux, non ? Eh bien, c'est un délire complet, répond Mathieu Molly Bobard, professeur au service de pharmacologie médicale au CHU de Bordeaux et membre du conseil d'administration de la Société française de pharmacologie et de thérapeutique. On a donné du Rivotril aux patients en train de mourir pour les soulager de leur souffrance. On n'en donne pas pour tuer les gens âgés ni pour faire l'économie de la prescription d'hydroxychloroquine qui les aurait prétendument sauvés. Bon, si on écoute la plaidoirie de leur avocat Molly Bobard, Véran et consorts ont fait pour le mieux. Comme chacun sait, ce sont des grands humanistes. La belle blague. Ce qu'il faut savoir sur le Rivotril, sa contre-indication. Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants: insuffisance respiratoire grave, et c'est dans le Vidal. La contre-indication numéro 1 du Rivotril est l'insuffisance respiratoire, mais ces deux personnes ont spécifiquement autorisé l'usage du Rivotril pour traiter le Covid-19, dont le principal symptôme est la difficulté à respirer. Les députés doivent se saisir de ce dossier. Et vous vous rappelez que Molly Bobard vient d'avouer qu'ils en ont prescrit aux entubés. Je dis bien entubés parce que là, c'est doublement. L'horreur. Quant au personnel soignant dans les EHPAD, la prescription du Rivotril dans leur établissement les a traumatisés. Témoignage de pièces à conviction. Ailleurs qu'à Busancé, une médecin d'EHPAD public partage à visage caché un sentiment d'horreur. Alors qu'elle estime ne pas avoir le droit de prescrire quelque chose qui pourrait soigner les personnes si elles étaient atteintes, elle est autorisée à les faire partir en douceur.
On a abrégé les souffrances des gens. Moi, j'appelle ça, oui, oui, absolument, poursuit-elle, extrêmement choquée. Qu'on ait osé nous demander de piquer nos patients pour les faire partir plus vite. C'est insupportable. Extrait de Covid-19, que se passe-t-il vraiment dans les EHPAD? Mais comment se fait-il que la Cour de justice de la République ait pu passer à côté de l'essentiel? Qui la dirige? Oh, ce n'est pas tout à fait un inconnu. Rémi Hayes. C'est le 8 novembre 2018, par décret du président de la République, il est nommé procureur de la République de Paris où il succède à François Molin. Sa nomination fait alors polémique, le président de la République Emmanuel Macron étant intervenu en sa faveur contre les candidats retenus par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Des magistrats dénoncent notamment une reprise en main politique du ministère public. Ce procureur s'est illustré dans de nombreuses affaires, par exemple celle de Dupond-Moretti. Le procureur général Rémi Hens, nommé par décret de Macron sur proposition de Dupond-Moretti, ne se pourvoira pas en cassation dans l'affaire Dupond-Moretti. Ça, c'est une surprise étonnante. Aujourd'hui, le procureur général Rémi Hens, régulièrement promu par Macron depuis 2019 pour ses bons et loyaux services, a classé 2 plaintes pour diffamation. Une contre Darmanin et une autre contre Oudéa Casera Djadja. C'est tellement grossier de nous prendre pour des imbéciles comme cela. Bon, la CJR les a blanchis, mais pourra-t-elle le faire systématiquement? Car il y a un autre dossier qui attend tous ces politiques, c'est celui des effets secondaires. France Bleu. Première reconnaissance officielle pour une Molinoise atteinte de la maladie de Charcot après un pchout anti-Covid. Une femme de 35 ans, après sa première dose Pfizer, a contracté la maladie de Charcot. L'État doit être jugé responsable. On a brisé la vie de cette jeune femme. Il faut absolument, absolument que vous diffusiez cette information de France Bleu. Ah, c'est plus possible. Punaise, l'article est déjà retiré. La censure est hallucinante et hallucinée. Pauvre pays. Je résume. Le pharmacien Amin Humlin fait un tweet adressé à Olivier Véran en mentionnant un article de France Bleu. Dans les minutes qui suivent, Véran le bloque et l'article gênant est retiré. Et on appelle notre pays un pays de liberté d'expression, sauf quand elle ne plaît pas aux proches du pouvoir. Remarquez que cette censure est un véritable aveu de culpabilité d'Olivier Véran. Et gare à l'effet stressant parce que nous sommes en train de dénoncer la censure de cet article et faire en sorte qu'il apparaisse des millions de fois sur les réseaux sociaux. Oui, tous ces politiques ne pourront plus agir comme ils l'ont fait pendant la période Covid. Il y a trop d'effets secondaires, comme le rappelle opportunément Emmanuel Devilliers aux grandes gueules sur RMC. On va peut-être connaître un jour la vérité sur les vrais effets secondaires des pchouts Covid. Je vous mets l'extrait dans ma description, il est vraiment effarant. J'ai même envie de dire doublement effarant. Vous avez d'un côté Emmanuel Devilliers qui essaie d'expliquer qu'il y a un nombre d'effets secondaires dramatiques et de l'autre côté, vous avez Truchot, journaliste des grandes gueules, essayer d'annoncer des contre-vérités comme quoi le pchout protège de la transmission et que les effets secondaires, il ne faut pas exagérer, etc. Mais il finit par se taire face à Emmanuel Devilliers. C'est quand même terrible, nous sommes en décembre 2024 et vous avez toujours des journalistes qui se font les relais du Big Pharma et du politique. Et c'est dans ce contexte que certains attaquent des journalistes qui ont fait ce qu'ils ont pu, comme Geoffroy Lejeune. Explication d'Éric Morillo. Depuis hier, Geoffroy Lejeune est l'objet de vives critiques pour avoir dit qu'il était difficile de s'opposer à la doxa dans les médias et sur YouTube en pleine période Covid. Quelques demeurés historiques avaient-ils connaissance de sa position en 2021 ? La vidéo est dans ma description, c'est Rémi de Juste Milieu qui accuse. Le courage d'un homme se mesure à la somme de ses actes. S'il faut remonter à 2021 ou 2022 pour trouver quelques rares positions contrariennes de Geoffroy Lejeune, c'est ici la démonstration d'un positionnement général loin d'être courageux. Il savait, mais ne pouvait pas le dire. Le mea culpa de Geoffroy Lejeune, identique à celui fait par Christine Kelly il y a quelques mois, est une allégorie de la lâcheté. En tant que leader d'opinion chez Valeurs puis le JDD, Geoffroy Lejeune avait le choix de diffuser des positions contrarienne afin d'alerter les Français. Il ne l'a pas fait. La peur de perdre son poste, c'est précisément cela la lâcheté. Même quand elle tente de se racheter tardivement en se faisant appeler franchise.
Par ailleurs, rien n'interdit à ces tartuffes médiatiques de mettre en application leurs vertus nouvelles en adoptant, couramment si possible, des positions contrariennes sur les dégâts croissants des effets secondaires, entre autres exemples. La clémence partisane d'Éric Morillo illustre, selon moi, les maux qui guettent les médias alternatifs, aveugles avec les siens, d'une précision chirurgicale avec les autres. Que vaut-on vraiment si notre travail est conditionné à des amitiés ou à des intérêts qu'il ne faudrait pas abîmer ? Il est déplaisant de se prendre le bec entre gens du même camp, bien d'accord, mais c'est précisément parce que nous sommes censés pousser dans le même sens que nous nous devons vigilance mutuelle et exigence approfondie. On n'est jamais mieux trahi que par les siens, surtout pour une poignée de vues ou de clics. Bonne fin d'année à tous. Je comprends totalement la colère d'un Marc Doyer et d'un Rémy, mais Geoffroy Lejeune est non vacciné et je l'ai entendu plusieurs fois dénoncer cette doxa. Et il a pris des risques, à tel point qu'à l'Élysée, on voulait sa peau. Le licenciement de Geoffroy Lejeune, de valeur actuelle, est effectif. Je ne pourrai pas rester à valeur actuelle, c'est impossible. Bon, désolé si certains me trouvent très curé dans ce que je vais dire, mais on ne se refait pas. La vertu et la morale sont avant tout une affaire personnelle. Et oui, la vertu et la morale ne doivent pas être utilisées comme des armes pour écraser ses rivaux. Souvenons-nous l'enseignement du Christ, il faut regarder la poutre dans son œil, pas la paille dans celui du voisin. Je remercie Geoffroy Lejeune, car de temps à autre, il m'a donné, par ses interventions, des armes pour lutter contre tous ces bandits. C'était peut-être insuffisant, Geoffroy Lejeune le concède. Quand on sait que quelque chose est vrai et qu'on ne le dit pas, ça devient une défaite. Et j'ai envie de dire, cette défaite, durant cette période, nous l'avons tous connue. Et Dieu sait si j'ai lutté de toutes mes forces. Mais voyez autour de moi, je n'ai pas pu empêcher les gens d'aller au pshoot, avec certains aujourd'hui qui ont des effets secondaires. Alors, attaquons-nous aux vrais responsables, pas à ceux qui ont mis genoux à terre. Et je pense qu'il y a de quoi faire, notamment avec notre gouvernement. Florian Philippot, regardez ça, vidéo dans ma description. Elisabeth Borne est en ce moment à Mayotte. Quand des habitants lui expliquent qu'il faut faire 10 km aller-retour pour obtenir un peu d'eau, elle s'en moque littéralement. Méprisante, elle ne répond même pas, leur tourne le dos et s'en va. Quel député osera décemment ne pas voter la censure de tout ça dès janvier ? Il faut également rappeler que le président de la République, Emmanuel Macron, n'a pas tenu les promesses qu'il avait faites en 2019 et que la catastrophe était annoncée. Le canard enchaîné. Le rapport caché qui annonçait la catastrophe. Jamais le nombre de décès causés par le cyclone Chido à Mayotte ne sera précisément établi. Et pour cause, nul n'est en mesure de dire combien de personnes vivent dans l'archipel, même si le chiffre se situe probablement autour de 310 000. Et pourtant, François Bayrou n'hésite pas. Bayrou arrive à Mayotte 2 semaines après la catastrophe et il n'est pas capable de répondre sans bafouiller sur le bilan humain. Alors que le pouvoir parlait jusqu'à présent de 30 morts, voilà que le nouveau Premier ministre nous annonce que cela ne dépassera pas les quelques dizaines ou les quelques centaines, en tout cas pas des milliers. Enfin, en tout cas, pas des dizaines de milliers. Il ne sait pas, mais il cause. Reprenons l'article. En revanche, l'État sait depuis janvier 2022 qu'une catastrophe humanitaire est imminente. Un rapport consacré à l'évaluation de la prise en charge des mineurs, signé par 6 inspections générales d'État, mais que Darmanin, à quelques mois de la présidentielle, a refusé de rendre public. L'établit avec précision. Le premier chapitre de ce document de 107 pages est consacré à la croissance démographique non maîtrisée. L'INSEE décrit 3 scénarios pour 2050. Dans le cas d'un déficit migratoire, l'île compterait au bas mot 440 000 habitants, soit 70% de plus qu'en 2017, date du dernier recensement. Avec un solde migratoire nul, la population grimperait à 550 000. Dans l'hypothèse d'un maintien des flux migratoires actuels, le plus vraisemblable, Mayotte compterait 760 000 habitants, soit 2 000 par kilomètre carré. Ces prévisions, concluent les 6 inspections, laissent présager une situation potentiellement explosive et, dans tous les cas, une pression considérable sur les différents services publics déjà saturés, santé, école, comme sur l'habitat et l'environnement. La pression est aujourd'hui là. Il est à noter également que l'État français est tellement impuissant qu'il est obligé de faire appel à
Elon Musk. Nous allons déployer 200 Starlinks pour les télécommunications en urgence à Mayotte, annonce le Premier ministre en direct de Mamoudzou. Béatrice Rosen. Ils passent leur temps à l'insulter, le diffamer, l'affubler d'étiquettes infamantes comme extrême droite. Mais dès qu'ils ont besoin d'efficacité, ils font appel à Elon Musk et ses inventions. Pas celles de Thierry Breton ou de Nathalie Loiseau, ou autres macronistes se sentant supérieurs sans fondement. Ils sont pathétiques. Ils font pitié avec leur com sur les chargeurs et leur incapacité à faire des choses bien pour les gens qui les font bouffer trop depuis 40 ou 50 ans. Plus ils sont nuls, plus ils insultent des génies. Ils sont juste bons à piller les Français en siphonnant l'argent public pour créer leur union fédérale, l'Union européenne fédérale, pour se gaver encore plus. Fernandel, dans le Spoons, a une phrase pour les qualifier. Ce ne sont pas des bons à rien, ce sont des mauvais à tout. Quelques brèves. On monte à Paris. La coordination rurale appelle à bloquer la capitale le 5 janvier. Nous sommes déjà en train de nous organiser, de fixer les points de rendez-vous. L'idée sera de bloquer les accès. Je reprendrai cette information l'année prochaine. Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée, est accusé d'avoir participé à certaines décisions sur le groupe MSC et d'avoir caché son lien de famille avec les propriétaires. Je rappelle qu'Alexis Collère est considéré comme le véritable président de la République, la tête pensante de l'Élysée. L'étau se resserre sur la Macronie. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie. Que faut-il faire pour prévenir les pandémies? Une petite image nous dit tout. Le retour de Papy Klaus. L'odieux Klaus revient. Il y a désormais une prise de conscience générale, dit-il, que le changement climatique pourrait être le prochain grand virus, disons avec des conséquences beaucoup plus dommageables et à long terme par rapport au Covid-19. Vous avez vu comment faire pour prévenir les pandémies? Eh bien, la même chose pour lutter contre le réchauffement climatique. Les vœux de Macron ce soir en 2 dessins. Bientôt les vœux. Connard, connasse. La réponse, ta gueule. Je finis par cette vulgarité, je vous prie de m'excuser, mais je crois que cela traduit le sentiment général. Les Entretiens des Patriotes vous souhaitent une bonne année 2025.